Ça fait depuis 2008 qu'on entend les frères Nolan dire que The Dark Knight s'inspire de The Long Halloween, une BD qui fait suite à Batman Year One et dans laquelle Harvey Dent devient Two-Face, et The Killing Joke, dans laquelle le Joker essaie de prouver que tout le monde peut devenir aussi fou que lui et dit qu'il préfère son passé à choix multiples. Ça fait depuis 2008 que je ne trouve pas qu'en dehors de ces éléments ci mentionnés, on retrouve tant de Long Halloween et de Killing Joke dans The Dark Knight, et ça fait depuis 2008 que je n'entends toujours pas les frères Nolan admettre que la véritable inspiration de The Dark Knight provient d'une BD qui s'intitule Dark Detective. Sorti en 2005, on y voit Bruce Wayne former un triangle amoureux avec une ancienne flamme et un politicien blond, pendant que Gotham est attaqué principalement par le Joker, mais aussi par Scarecrow et Two-Face. On s'entend, je n'ai aucun problème avec le fait que les films s'inspirent de BD spécifiques. This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object. En fait, ça devrait même être plus souvent le cas. Mais ce que je trouve hypocrite dans cette situation, c'est que les frères Nolan citent The Long Halloween et The Killing Joke parce qu'ils connaissent l'importance de ces BD auprès des fans, alors que Dark Detective n'a vraisemblablement pas été aussi populaire. Si je vous dis tout ça maintenant, c'est parce que ce n'est pas de ça dont il sera question pour le reste de cet épisode. Bienvenue à Frank Movie Talks, Frank c'est moi, et aujourd'hui je vais explorer The Dark Knight. The Dark Knight est considéré comme le Saint Graal, la pierre philosophale, le meilleur film de super-héros même par plusieurs fans de Marvel. Alors comment oserais-je? How dare you? Et pourtant, c'est l'objectif de cette chaîne, et plus particulièrement de cette série, que d'offrir une perspective différente de celle à laquelle nous sommes habitués. J'ai aimé The Dark Knight. Je me suis présenté à mon bal de finissant en fan du Dark Knight. Mais si je devais produire une 112e vidéo qui louange The Dark Knight, ma chaîne n'aurait pas vraiment de raison d'exister. Alors, allons-y. Ce qui crève les yeux dès qu'on regarde The Dark Knight après Batman Begins, c'est à quel point Gotham est soudainement devenu bleu. Blague à part, The Dark Knight et The Dark Knight Rises semblent ne même pas appartenir à la même franchise que Batman Begins. Alors que Nolan s'était inspiré de Blade Runner pour le premier, il change soudainement d'idée à partir de The Dark Knight et décide plutôt de baser Gotham, certains plans, certaines scènes ainsi qu'une partie de l'intrigue sur Heat. Yes, I do. Yes, I do. De même que sur d'autres films de Michael Mann. Toujours est-il qu'il n'y a plus aucune raison pour Bruce de se déguiser en chauve-souris si sa ville n'a plus rien de gothique. Je suis désolé, ce n'est tout simplement plus Gotham. C'est juste Am City. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. À partir de The Dark Knight, on dirait que les frères Nolan n'ont plus vraiment envie d'adapter Batman au cinéma et profitent plutôt du budget que leur octroie Warner Brothers pour raconter ce qui leur plaît. On s'entend, c'est ce que font et doivent faire tous les bons cinéastes et c'est exactement ce que Tim Burton a aussi fait à son époque. Je ne dis pas ça pour critiquer Nolan, je dis ça pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. La Gotham de Nolan n'est pas Gotham. Contrairement à ce que promettait la fin de Batman Begins, I thought this might be a good opportunity for improving the foundations. In the southeast corner. Bruce n'opère plus depuis la Batcave. Il opère depuis un garage souterrain aussi lumineux qu'une clinique dentaire. Contrairement au Two-Face des BD qui est l'adversaire le plus imprévisible de Batman après le Joker parce qu'il ne prend jamais aucune décision par lui-même, ce qui le pousse parfois à bousiller ses propres plans, et à celui de la série animée des années 90 qui avait introduit son jeune public à des thématiques étonnamment matures, le Two-Face de Nolan est un vengeur unidimensionnel qui trouve un prétexte pour relancer sa pièce de monnaie jusqu'à ce qu'elle se plie à sa volonté. Man. He's not. Who? Your driver. Batman cesse d'être motivé par le traumatisme du meurtre de ses parents pour devenir un personnage typique de Nolan, motivé par la mort de sa femme, de sa copine ou de même pas sa copine. J'espère que vous comprenez que je ne suis pas en train de dire que The Dark Knight est un mauvais film. Je suis seulement en train de dire que ce n'est pas un film très fidèle à la mythologie de Batman et qu'après autant d'années, il est venu le temps de confronter un peu les critiques. Et que disent les critiques? Elles louangent le film sous prétexte qu'il porte en lui une confrontation thématique extraordinaire puisque Batman y représente l'ordre tandis que le Joker y représente le chaos. Ce n'était pas difficile à trouver puisque dans les films de Nolan, les personnages vomissent eux-mêmes toutes les analyses thématiques dont on a besoin pour en parler par la suite. See yourself become the villain. I can do those things because I'm not a hero. I'm whatever Gotham needs me to be. Because sometimes truth isn't good enough. Sometimes people deserve more. Sometimes people deserve to have their faith rewarded. Why is he running, Dad? Because he's the hero Gotham deserves.
but not the one it needs right now. D'abord, laissez-moi vous dire à quel point c'est brillant comme confrontation thématique. Batman Begins passe 2 heures à nous expliquer que la peur représente le super pouvoir de Batman, et voilà qu'arrive le Joker qui n'a pas peur de lui, et vers lequel les criminels ordinaires se tournent parce que Batman les a poussés au désespoir. Dans le discours qu'il fait à l'hôpital, le Joker dit être un chien fou qui poursuit les voitures et qu'il ne saurait quoi en faire s'il en attrapait une, un agent du chaos qui préfère ne pas suivre de plan pour commettre ses méfaits. Sauf quand il prévoit l'exécution systématique de tous ses complices au cours d'un vol de banque, sauf quand il prévoit s'enfuir en se glissant parmi des autobus qui passaient près de la banque exactement au bon moment et qu'il avait même prévu qu'on allait laisser son autobus se joindre aux autres alors qu'il émerge d'un bâtiment qui vient d'exploser, sauf quand il sait que Batman ira en Chine pour arrêter le banquier de la pègre, sauf quand il prévoit que Gordon a simulé sa mort et que Harvey Dent fait semblant d'être Batman pour qu'on puisse l'arrêter et l'emmener dans la même prison qu'un gars qui aura un téléphone relié à une bombe dans son ventre et que Rachel Dawes compte autant pour Harvey Dent que Batman. Bref, dans The Dark Knight, le Joker ne suit pas de plan, il représente le chaos tout le temps, sauf dans The Dark Knight. Peut-être que le Joker ment lorsqu'il fait son discours à l'hôpital et qu'il dit ne pas suivre de plan. Mais si le Joker ment, ça veut dire que les critiques mentent aussi, ou alors qu'ils n'ont absolument pas vu le piège qu'on leur tendait. The Joker planned to be caught. He wanted me to lock him up in the MCU. Mais si le Joker ne représentait pas le chaos tant par ses méthodes, mais plutôt par ses objectifs, vous savez, les fameuses voitures dont il ne saurait pas quoi faire s'il les attrapait. Eh bien, là non plus, ça ne fonctionne pas, puisque le film prend bien soin de nous expliquer que depuis le début, l'objectif du Joker était de pervertir Harvey Dent, et même l'évacuation de la ville fait partie de son plan pour prouver que les citoyens de Gotham sont aussi immoraux que lui. Ce problème vient du fait que les frères Nolan ont tendance à forcer des thèmes dans leurs films, même lorsque ces thèmes ne sont pas du tout compatibles avec l'intrigue qu'ils veulent raconter. Ce qui les excitait avec le Joker, c'était qu'il ait toujours 2 coups d'avance sur Batman, même si ça entrait en totale contradiction avec le personnage qu'il désirait nous présenter. If tomorrow I tell the press that like a gangbanger will get shot, or a truckload of soldiers will be blowing up, nobody panics, because it's all part of the plan. But when I say that one little old mare will die, well then everyone loses their minds. Au contraire, il n'y a absolument rien de chaotique à s'en prendre aux maires. Les intentions d'un tel geste sont parfaitement compréhensibles. Quand le Joker tue tous les clients d'un musée parce qu'il a soudainement développé une obsession pour une photographe de guerre, ou qu'il suit un père de famille pendant des années juste parce que celui-ci l'a coupé sur la route, là, il fait peur. Là, ses intentions sont incompréhensibles. En s'attaquant aux maires, on prouve aux citoyens que personne n'est à l'abri et on décourage quiconque de reprendre le flambeau par la suite. Et ce n'est pas parce qu'il prétend que c'est chaotique que les critiques devraient le croire. You know that I'm telling the truth. Qu'il représente le chaos ou non, et malgré la formidable performance d'Heath Ledger, le Joker des frères Nolan ne semble pas avoir été conçu pour être confronté au Batman de cet univers. Certes, comme dans le Batman de 1989, les 2 personnages partagent certaines similitudes. Ils s'attaquent chacun à leur façon aux criminels et font semblant de boire de l'alcool, mais leur ressemblance s'arrête là, et à aucun moment la trilogie de Nolan ne se sert du personnage du Joker pour remettre en question la santé mentale de Batman, ce qui fait que c'est impossible pour cette version du Joker de vraiment lui faire mal. Bon, d'accord, les actions du Joker forcent Batman à s'enfuir à la fin du film, mais ce n'est pas parce que le Joker a psychologiquement atteint Batman, mais plutôt parce que Gordon et Batman ont décidé de cacher les crimes de Two-Face en les mettant sur le dos de Batman, alors que tant qu'à mentir, ils auraient très bien pu les mettre sur le dos du Joker sans que personne à Gotham ne les remette en question. Not the hero we deserved, but the hero we needed. Mais pourquoi le scénario du film semble si souvent forcer les personnages à agir contre leur propre nature? Si les frères Nolan n'avaient plus envie de faire des films de Batman, alors quel film étaient-ils en train de faire? Revenons en 1986. Dans The Dark Knight Returns, Gordon fait tout un monologue où il compare Batman au président Franklin Delano Roosevelt et où il souligne l'importance de s'en remettre à des hommes forts dans des moments de crise comme fut l'attaque sur Pearl Harbor. Years later, this report came out that Roosevelt might have known Pearl Harbor was coming and let it happen. That rattled around in my head for days. How horrible it would be if it were true. Then again, it's what got us into the war. A lot of men died. But in the end, it saved millions. I bounced back and forth like that until I realized it was too big for me to judge. He was too big. Cette attaque sur les États-Unis est maintenant un peu loin dans la mémoire des Américains, mais une attaque plus récente, très récente à l'époque du Dark Knight, avait galvanisé le peuple américain d'une manière similaire. Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué les films américains qui sont sortis dans les années suivantes et la trilogie de Nolan est loin d'être une exception. C'est d'ailleurs peut-être pour éviter un gros manque de tact que dans Batman Begins, Nolan et Goyer ont changé la nationalité de Ra's al Ghul qui, dans les bandes dessinées, est originaire de la péninsule arabique. Mais dans The Dark Knight, les frères Nolan ne cachent plus du tout leur allégorie et le Joker correspond exactement au portrait que Bush faisait de ses ennemis. America faces an enemy who has no regard for conventions of war
or rules of morality. Some men just want to watch the world burn. Pour l'ancien président, il n'existait aucune raison de critiquer l'impérialisme américain. Ainsi, les terroristes devenaient des individus assoiffés de chaos dont il est impossible de comprendre les motivations. Rachel Dawes, qui est passée d'un intérêt amoureux qui travaille pour le procureur dans Batman Begins à un intérêt amoureux du procureur dans The Dark Knight, ne sert plus qu'à représenter les victimes du 11 septembre pour justifier qu'il faille enfreindre les règles pour combattre le Joker. C'est-à-dire faire usage de la torture, violer la vie privée du peuple et lui mentir, autrement dit, brûler une bonne partie de la Constitution américaine. Se montrant très critique à l'égard des moyens employés par Batman, Lucius Fox rappelle Barbara Lee, réputée pour être la seule membre du Congrès à avoir voté contre le déplacement de forces militaires en Irak, cette fameuse Operation Iraqi Liberation. Et si on associe Gordon à Bush, alors Batman devient celui qui travaille dans l'ombre et qui peut alors laisser libre cours à ses vices. Give my advice. Well, George, CEO of a large company. A lot of what needs to be done here will have to be done quietly, without any discussion, using sources and methods that are available to our intelligence agencies. We also have to work the dark side, if you will. We've got to spend time in the shadows. Managing military, foreign policy. It's going to be vital for us to use any means at our disposal, basically, to achieve our objective. À travers cette lecture du film, Batman devient une apologie de l'administration Bush, ce qui ne veut pas dire pour autant que le film le soit. Contrairement à Zack Snyder qui, comme on le verra dans un prochain épisode, attribue la même idéologie à tous ses personnages, ou en tout cas à ceux qu'il juge intéressants, les frères Nolan octroient des idéologies différentes à chacun des personnages, ce qui donne la liberté au public de choisir sa position. Or, même si le film se termine en montrant les conséquences des infractions morales de Batman, il est loin d'en faire la critique. En s'inspirant de l'actualité politique pour écrire The Dark Knight, les frères Nolan ne cherchaient peut-être pas à présenter leur position sur la question, et peut-être n'avaient-ils même pas l'intention d'encourager une réflexion. Mais une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, alors que les attentats du 11 septembre étaient frais dans leur mémoire, les Américains ne voulaient pas réfléchir. Ils ne cherchaient qu'à être confirmés dans leur position. We are against this war, Mr. Bush! Shame on you, Mr. Bush! Shame on you! And anytime you've got the Pope and the Dixie Chicks against you, your time is up. Thank you very much. Et ils ont été ravis de le faire à travers Batman dans The Dark Knight. Avec du recul, et pour toutes les raisons précédemment citées, il est temps de se rendre compte que The Dark Knight était peut-être le film dont les Américains avaient besoin pour croire qu'ils étaient encore du bon côté de l'histoire, mais ce n'était pas le film que les amateurs de Batman méritaient. Comme toujours, merci pour votre écoute. Je dois vous avouer que de tous les épisodes que j'ai mis en ligne jusqu'ici, c'est celui que j'ai le plus retravaillé parce que je sais à quel point The Dark Knight est apprécié. Si vous en avez besoin, YouTube regorge de vidéos prêtes à me contredire. N'hésitez pas à vous faire votre propre idée du film et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode qui portera sur la conclusion de la trilogie de Nolan.